On va parler de révélation quantique. Préparez-vous parce que ça tire. Hein. Donc, les gars, je vais vous lire cet exposé qui est inspiré par une émission qui s'appelle Wi-Files, W-H-Y, hein, pas Wi-Files comme nous, qui est inspiré mais qui est quand même pas mal modifié, trafiqué, adapté aux besoins maintenant. Et il y a un scénario qui est très intéressant dedans. Donc, je vais vous demander de me laisser lire et quand vous avez des questions, juste... Voilà, arrêtez-moi si c'est un sujet, parce que vous ne l'avez pas vu encore l'article, ok? Essayons de faire ça dans l'ordre, ok? Si vous avez des questions, posez-moi, et s'il y a un sujet que vous voulez aborder, demandez-moi si j'en parle plus tard. Comme ça, on ne fait pas du spoiling, ok? Alors, je commence. Le temps est venu d'aller dans les coulisses de la matrice. Je ne vais pas vous le lire, parce que je l'ai partagé et puis vous l'avez lu aussi. Mais le moment est venu pour entrer dans le vif du sujet. Révélation 0, c'est le moment. Cette chose-là va se manifester à un moment ou à un autre. D'une façon ou d'une autre, c'est inévitable. Vous allez comprendre pourquoi. Une prédiction révélatrice. Dans le scénario ci-dessous, il y a des informations importantes qui peuvent beaucoup aider au niveau de la préparation, car la question du « si ça arrive » ne se pose pas. L'apocalypse quantique est actuellement en cours et on verra le pourquoi du comment ensemble. Mais d'abord, regardons ensemble ce scénario qui est abordé dans le film Le Monde après nous, qui a fait parler de lui récemment. D'où vient ce scénario? Parce que ça ne vient pas du film. Eh bien, il vient de tous ceux qui comprennent la situation actuelle en profondeur et ils pourraient l'écrire. Est-ce que c'est vraiment important la source? Moi, je vous dis mathématiquement, si tu comprends ce qui se passe, inévitablement, c'est le premier scénario qui te vient en tête. Et le scénario est le suivant. Les dossiers médicaux des patients apparaissent sur des panneaux publicitaires numériques à Times Square. Sénateurs, membres du Congrès, PDG, leurs données médicales privées sont partout sur Internet. Messages privés, vrais noms et adresses e-mail, historique de navigation, photos et vidéos privées, tout est révélé. Les systèmes de répartition de la police sont hors ligne. Les feux de circulation s'éteignent. Les distributeurs automatiques de billets déversent de l'argent dans la rue. Les soldes bancaires sont ramenés à zéro. Les véhicules autonomes deviennent des machines à tuer. Vous vous rappelez de cette scène dans le film avec des voitures qui s'encastrent parce qu'ils ne peuvent plus être conduites. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle des véhicules. Les drones de livraison s'écrasent contre des bâtiments comme des kamikazes. Les chaînes d'information tentent de couvrir le chaos, mais leurs émissions sont piratées. Les présentateurs de BFM regardent impuissants leurs emails personnels affichés à l'écran. Les textos privés du ministre de l'Intérieur apparaissent pendant une conférence de presse sur la crise. Puis l'armée fait une diffusion d'urgence qui parvient à passer. Elle annonce qu'un compromis national du système affecte la sécurité de chaque citoyen. La loi martiale est désormais imposée. Juste au moment où le message parle de couvre-feu obligatoire, chaque téléphone du pays s'éteint. La file devant la Banque Société Générale s'étire sur toutes les pâtés de maison. Uniquement en espèces, pas de carte, pas de transfert. Juste de l'argent papier et des pièces de monnaie. Pascal regarde depuis la fenêtre de son bureau en face de la rue. En 30 ans, en tant que consultant en sécurité, il voit beaucoup de changements, mais rien de tel. L'apocalypse quantique efface des décennies de progrès technologiques. Il aurait dû se spécialiser dans la sécurité physique, avec des gardes armés, tenue de dossiers sur papier, serrure mécanique, le genre de sécurité qu'on ne peut pas pirater. Le scénario n'est pas fini, mais on va aborder la fin de ce scénario à la fin. Okay? Parce que maintenant, il faut qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous inspire, ce scénario, les gars? Moi, ça m'inspire Cyberpolygone, dont on avait parlé il y a longtemps déjà, c'est-à-dire Klaus Schwab qui nous disait que, oulala, si jamais on avait une pandémie numérique, ou je sais plus comment il avait dit ça, ce serait largement pire que ce qu'on avait vécu pour le Covid, et ce serait genre juste l'apéritif, le Covid. Bingo. Ça rappelle aussi certains des drops de Q. Hein. Voilà. Pourquoi la nécessité d'un blackout pour l'instant? De 10 jours, etc. Voyons voir comment on peut poser ce gros morceau du puzzle, parce que c'est un gros morceau du puzzle, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, pour les explications, on va parler de notre dépendance à l'ère numérique. Toute notre vie numérique repose sur deux nombres premiers, c'est tout. Deux nombres, et ils protègent tout. Vos mots de passe, vos messages, vos comptes bancaires, tout. Le chiffrement moderne repose sur cette astuce simple.
Prenez deux énormes nombres premiers et multipliez-les ensemble. Cela crée votre clé publique. Un nombre que n'importe qui peut utiliser pour vous envoyer des messages secrets. Mais seules les personnes connaissant ces nombres premiers peuvent lire ces messages. Travailler à l'envers, c'est-à-dire essayer de trouver ce nombre d'origine, prendrait à un ordinateur des milliards d'années. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. D'accord? Donc la raison pour laquelle... rephraser, parce que je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui... Voilà. En gros, tu prends deux nombres premiers, mettons 3 et 5. Ok? 3 fois 5, ça fait 15. 15, c'est ta clé publique. Okay, 3 et 5, c'est ta clé privée. Et il se trouve que quand tu prends pas 3 et 5, mais des nombres premiers qui sont très grands, avoir le produit des deux, c'est-à-dire 15, et à partir de 15, retrouver 3 et 5, c'est un problème qui est extrêmement compliqué. Voilà, je te rends voilà. Et donc, on repose sur ce problème pour créer la sécurité informatique qui permet l'existence de mots de passe, qui permet l'existence d'espaces sécurisés sur Internet, dans lesquels on peut faire des choses que le monde extérieur n'a pas accès. Ok? On est d'accord? Le compte bancaire est un bon exemple. Ok? Alors, les dangers quantiques. En décembre 2024, Google a dévoilé le projet Willow. Leur ordinateur quantique a résolu un problème en 5 minutes, ce qui aurait pris à nos superordinateurs les plus rapides plus longtemps que l'âge de l'univers. Les ordinateurs quantiques y parviennent grâce à la superposition quantique, alors qu'un ordinateur classique fonctionne grâce à un code binaire des 0 et des 1. Maintenant, imaginez essayer de forcer un coffre-fort avec 1 million de combinaisons. Un ordinateur classique ne peut essayer qu'une combinaison à la fois à cause de la limitation du code binaire. Mais un ordinateur quantique, lui, il peut essayer toutes les combinaisons simultanément grâce à la superposition quantique. Ce qui raccourcit le travail dans le temps. Et un ordinateur quantique, il est bon qu'à ça. Ce genre de problème. D'accord? Vous n'aurez pas des jeux vidéo quantiques ou je sais pas quoi là. Voilà, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, ce danger, vous comprenez le danger que ça représente? Google a annoncé, cette puce, elle existe. Et si Google l'annonce publiquement aujourd'hui, ça veut dire que l'armée est là depuis au moins 30-40 ans. Ok? Ils appellent ça le Y2Q. Ok? Y2Q. La NSA met en garde contre ce moment depuis des années. Ils l'appellent le Y2Q, l'année où les ordinateurs quantiques, donc Year to Quantum, voilà, l'année où les ordinateurs quantiques deviennent suffisamment puissants pour casser notre chiffrement actuel. Ils pensaient que cela se produirait entre 2030 et 2040, mais Willow a tout changé. Pendant 30 ans, les ordinateurs quantiques ont souffert d'un problème majeur, les erreurs. Lire les données quantiques revient à essayer de lire un livre pendant un tremblement de terre. Donc, en gros, c'est hyper instable, ok? Et le Y2Q, donc, comme Rudy l'a dit tout à l'heure, a été abordé entre autres par Klaus Schwab, qui nous dit les choses suivantes. Nous le savons tous, mais nous n'accordons pas suffisamment d'attention au scénario effrayant d'une cyberattaque globale qui entraînerait l'arrêt complet de l'approvisionnement en électricité, des transports, des services hospitaliers, de notre société dans son ensemble. La crise Covid-19 serait à cet égard considérée comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. D'accord? Donc, il le dit Klaus Schwab, et même au Forum économique mondial, c'est un sujet, l'ordinateur quantique, le Y2Q, qu'ils abordent sérieusement, et c'est une inquiétude de tous les gouvernements du monde. C'est un vrai problème. D'accord? Comprenez que celui qui a accès à un ordinateur quantique, il a, comme celui-là, le Willow, on va dire, qui est la version publique, parce que si vous prenez celui de l'armée, ça fait longtemps qu'il est plus fort. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun mot de passe qui tient de quoi que ce soit. Donc ça veut dire les secrets d'État, les secrets personnels, les secrets bancaires, les secrets médicaux, il n'y a plus de secrets en fait. Il n'y a plus aucun mot de passe qui est... Oui, Rudy? Ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est complètement vrai dans la mesure où là, on a une infrastructure qui est basée sur ces histoires de clés publiques et clés privées. L'ordinateur quantique les détruit. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, sur le long terme, il existe, je m'étais renseigné un petit peu sur la question, il existe des moyens de cryptographie quantique qui, pour le coup, sont par défaut
incraquable, incassable. Donc c'est-à-dire qu'une fois que cette phase que tu es en train de décrire de chaos, puisque tout ce qui est sécurisé aujourd'hui ne sera plus sécurisé au moment où c'est ordinateurs. Je comprends, mais si c'est incraquable, ça veut dire que c'est inutilisable. Parce que ça veut dire que l'ordinateur qui reçoit ne peut pas déchiffrer le code non plus. Ce que je veux dire, c'est que justement, avec l'ordinateur quantique, ce qu'on voit maintenant, c'est que à partir du moment où tu as un chiffrement, c'est foutu. Ça ne marche plus. Même si c'est un chiffrement quantique, parce qu'il utilise les mathématiques. En fait, si tu veux, l'ordinateur quantique... Pour le coup, les chiffrements quantiques nécessitent des ordinateurs quantiques pour le faire, déjà. L'autre truc aussi, c'est que le chiffrement quantique te permet de savoir si jamais tu as une attaque contre toi. C'est-à-dire que si jamais moi j'essaie de communiquer avec Nico et que toi tu es au milieu en train d'essayer d'intercepter tout ça, moi je peux le savoir et Nico peut savoir. On peut savoir qu'on est en train d'essayer de se faire craquer. C'est un des avantages du chiffrement quantique qui peut exister à partir du moment où les ordinateurs quantiques vont se généraliser. Mais aujourd'hui, ces technologies n'existent pas, à part dans quelques laboratoires et chez les militaires. Donc c'est théorique. Et donc, c'est théorique. Oui, c'est théorique, bien sûr que c'est théorique. Ok, super. Et donc ça veut dire aussi que toute la sécurité internationale en ce moment, elle n'est pas quantique. Sécurisée du tout. Ah bah non, Voilà. Peut-être qu'il y en a. Mais c'est tout. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Donc, parce que pour le scénario de ce soir, c'est important de comprendre que la fin du chiffrement, c'est la fin de l'ère du numérique, en fait. Aussi simple que ça. Et donc, les ordinateurs quantiques étaient trop instables pour fonctionner correctement. Mais Google a corrigé cela avec le projet Willow. Comment ils ont fait ça? En regroupant les qubits. Okay, c'est l'équivalent des 0 et 1 en quantique. Il y a eu des groupes de qubits qui traitent les données et des groupes de qubits qui ne font rien d'autre que suivre et corriger les erreurs. Plus vous ajoutez de qubits, moins vous avez d'erreurs. Okay, c'est une question de moyenne et de tout ça. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est comme construire un château de sable qui devient plus solide à mesure qu'il grandit. Okay? Parce que le sable, le poids, il devient plus stable. Désormais, grâce à l'aide de l'IA, les ordinateurs quantiques sont en passe de casser le chiffrement actuel d'ici 2029, bien plus tôt que prévu. Et ça, c'est aussi encore une prévision, tu vois. Ça, c'est important. Mais attends, c'est pas fini. Ça, c'est... Attends la suite. En 2024, le département de la défense américain, département de défense, qu'on sait comment il fonctionne, a accéléré son programme de modernisation quantique en 2024. Leur dernière directive avertit que les systèmes critiques doivent être résistants aux ordinateurs quantiques dès 2025. Cette année. Il est important de comprendre qu'ils ne protègent pas seulement les messages futurs. Ils tentent de protéger tout ce que nous avons jamais chiffré. Et le temps presse. Les grandes entreprises technologiques se lancent dans une course pour développer un chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. Google, IBM et Microsoft ont des équipes qui travaillent sans relâche. Mais il y a un gros problème. Les ordinateurs quantiques ne menacent pas seulement les messages futurs, ils menacent tout ce que nous avons créé jusqu'à présent, chiffré. Chaque fichier chiffré, chaque transmission sécurisée, chaque base de données protégée devient vulnérable, même ceux datant de plusieurs décennies. Les agences de renseignement collectent des données chiffrées depuis la guerre froide. Vos anciens emails, vos dossiers financiers, vos messages privés. Tout cela repose dans des bases de données en attente d'être déverrouillées. Et puis derrière, il y a aussi le Bitcoin. La sécurité de tout le système repose sur les mêmes mathématiques que les ordinateurs quantiques s'apprêtent à briser. Des groupes clandestins ont déjà collecté des centaines de milliers de portefeuilles Bitcoin chiffrés. Aujourd'hui, j'ai vu un truc comme quoi il y avait quelqu'un qui avait perdu 8000 Bitcoins dans un disque dur qui n'arrivait plus à déchiffrer. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Okay. Ils attendent simplement que des ordinateurs quantiques suffisamment puissants puissent craquer ces portefeuilles pour libérer les Bitcoins. Tout cet argent pourrait disparaître en quelques secondes. Et au prix actuel, cela représente des milliards de dollars. Donc la cryptographie qui sert de base au Bitcoin, elle n'est pas non plus stable. Et aucune crypto-monnaie d'ailleurs. Aucune technologie blockchain. Il n'y a pas de blockchain quantique, même s'il y en a qui cherchent, qui se focalisent sur la cryptographie quantique, il n'y a aucun qui a réussi pour l'instant. Les banques savent que cela arrive et JP Morgan a commencé à construire des coffres résistants aux ordinateurs quantiques en 2023. Pas pour l'or ou les liquidités, mais pour les ordinateurs. Ces installations ne seront jamais connectées sur Internet. Elles utiliseront des documents papier et des messagers humains.
l'armée s'entraîne pour des opérations blackout, des missions menées sans communication numérique. Les équipes s'exercent à utiliser des signaux préétablis, des dépôts secrets et des codes honnêtes. Alors, les codes honnêtes... C'est honnête ou zéro net? ONET, Occupational Information Network, qui est un système de classification utilisé pour identifier et décrire les différentes professions et métiers, mais en fait en papier, quoi. D'accord? C'est pas par ordinateur, c'est un système d'organisation de ressources humaines. Les mêmes méthodes qui permettaient de garder des secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en train de ramener ça au goût du jour. Et maintenant, avec Willow, on apprend que tout ça, c'est déjà là, en fait. Les derniers rapports de la NSA montrent que le projet Willow a confirmé une chose qu'ils savaient déjà. L'apocalypse quantique n'est pas en train d'arriver. Elle est déjà là. La NSA n'essaye pas de l'arrêter. Elle se prépare à ce qui vient après. Parce que la course ne porte plus sur la construction d'ordinateurs quantiques. La course porte sur la survie face à ces machines. Les scientifiques s'efforcent de développer de nouvelles méthodes de chiffrement que même les ordinateurs quantiques ne pourront pas briser, Rudy. On appelle ça la cryptographie post-quantique. La stratégie consiste à trouver des problèmes mathématiques si complexes que même les ordinateurs quantiques ne pourront pas les résoudre efficacement. Mais il y a un problème. Chaque fois que l'on pense avoir trouvé un code inviolable, quelqu'un trouve un moyen de le casser. Les Allemands pensaient que l'énigme était mathématiquement impossible à décrypter. La NSA affirmait autrefois que le chiffrement RSA prendrait des milliards d'années à être vaincu. Ils avaient tous tort. Certaines banques retournent aujourd'hui à des systèmes de sécurité physiques. Ordinateurs déconnectés, archives papier et vérification en personne. Les agences gouvernementales ravivent des méthodes de l'époque de la guerre froide. Des blocs-notes jetables, des dépôts de secrets et coursiers à vélo. À l'ère quantique, il n'y a plus de secrets. Seulement des informations attendant d'être révélées. Révélation, tout ça, ça vous dit quelque chose? On attend, Rudy. C'est bon, je suis là, les gars. Allez-y. À l'ère du quantique, il n'y a plus de secrets. Seulement des informations qui attendent d'être révélées. C'est pourquoi la NSA n'essaie pas d'arrêter cela. Elle ne construit pas de nouvelles technologies de décryptage. Mais vous savez ce qu'elle construit? Des bunkers. Le fait que toutes les technologies présentées au public comme nouvelles, elles ont été utilisées par l'armée pendant des décennies, et le projet Willow ne fait pas exception. Toujours quand il y a un truc qui arrive au grand public, l'armée s'en sert depuis très longtemps. Quand nous, on venait de découvrir le premier disque dur 3,2 gigabytes, tu vois, et on était genre, l'armée utilisait des cristaux de plusieurs terabytes, ok, bien avant tout le monde. Okay, les superordinateurs, ils ont commencé à travailler sur ça dans les années 60 à l'IA, aux États-Unis, le Pentagone. Les années 60. Les ordinateurs quantiques, officiellement, ils ont parlé de ça dans les années 80. En disant qu'il voilà, il y a des recherches dessus, et puis des recherches qui ont disparu après, et puis tout ça, ça devient secret. Donc, ce que je veux dire, c'est si nous, on apprend aujourd'hui de l'IA, c'est que l'IA, elle a été utilisée déjà depuis une quarantaine d'années. Si on apprend aujourd'hui d'ordinateurs quantiques, c'est que ça fait une quarantaine d'années que l'armée américaine possède la technologie. Et le projet Willow ne fait pas exception. Le terme ordinateur quantique existe pour le public depuis les années 80. Les superordinateurs, l'IA et Internet existaient dans les projets de l'armée américaine depuis les années 60. La vérité est que Google n'est pas une entreprise technologique, c'est un programme conjoint de la NSA et de la DARPA qui fonctionne depuis de nombreuses années. Avec d'autres géants américains de la technologie, ils ne possèdent pas qu'un seul ordinateur quantique. Ils ont un réseau de ces ordinateurs cachés dans des installations sécurisées à travers le pays. Pendant des années, ce réseau a discrètement cassé tous les chiffrements qu'il raconterait. Pensez à Blanche-Neige. C'est ça les bunkers? Non, les bunkers, c'est juste pour se protéger au moment où ça arrive, parce que... Ok. Les dossiers bancaires, les fichiers médicaux, les messages privés, secrets gouvernementaux, les agences de renseignement avaient déjà accès à tout, mais il y avait un problème. Elles ne pouvaient rien faire de ces informations sans révéler leurs capacités. Vous comprenez le problème?
Imaginez connaître chaque complot terroriste, chaque crime d'entreprise, chaque scandale de corruption gouvernementale, mais ne pas pouvoir agir sans exposer comment vous avez obtenu ces informations. Et maintenant, gardez en tête aussi comment les États-Unis ont réussi à avoir cette domination mondiale en termes de technologie et de culture, et d'armée et de finances. Ok? Et c'était les seuls à les avoir, parce que je veux dire, que je suis d'accord avec toi, c'est certainement, ça fait un moment qu'il y a des gouvernements et des militaires qui ont ces technologies-là, mais que les Russes soient complètement à la traîne, que les Chinois aujourd'hui soient complètement à la traîne, ça me paraît un peu. Peut-être c'est la raison pour laquelle la Russie a lâché l'affaire de quantique et elle s'est concentrée sur la réalisation de missiles nucléaires pilotés par le nucléaire en tout cas poussés en l'air par le nucléaire pour le rendre inarrêtable par les systèmes antidéfense. En gros, l'un se concentre à la guerre de l'information avec le superordinateur, alors que l'autre se concentre à la guerre physique avec des missiles supranucléaires, je ne sais pas comment, les hypersoniques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Oui, Nico. Mais c'est pas... Oui. Non, mais je pense sincèrement que maintenant, en fait, pour avoir un monde en équilibre, ces technologies, je pense qu'ils étaient partagés maintenant entre les gros acteurs mondiaux, tu vois. La technologie, peut-être pas l'intégralité, oui, partagée dans le sens, je suis certain que la Chine, elle travaille énormément sur le quantique et la Russie également. Voilà. Ah oui, non, mais ils travaillent pas en collaboration. Je pense que c'est plutôt une course à l'armement. Tu sais, le truc, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'arme nucléaire. Rappelez-vous de cette histoire. À un moment donné, quand les scientifiques qui travaillent sur un projet se rendent compte de la capacité destructrice terrible de ce qu'ils sont en train de faire, pour maintenir un espèce d'équilibre dans le monde, tu sais, ils transfèrent cette technologie à quelqu'un qui fait contrepoids. Parce que sinon, voilà, c'est ce qui s'est passé avec la bombe nucléaire. Ça vient d'une volonté personnelle, en fait. Ça vient d'une volonté personnelle, d'une prise de conscience morale des individus impliqués. Mais que l'armée américaine disait, regardez, le Kremlin, on a trouvé un ordinateur quantique, regardez, on vous envoie la moitié des plans parce que ça j'y crois moyen. Mais par contre, l'aspect moral, qui effectivement, on peut avoir des scientifiques et qui envoient à d'autres scientifiques leurs connaissances, justement parce que avoir des connaissances concentrées dans une seule paire de mains, ce serait trop dangereux. Oui, ça c'est une possibilité, effectivement. Après, t'as pas intérêt à te faire choper, quoi. Moi, je crois pas. Moi, je crois que, justement, je crois à la suite. Le film pour distraire. Le film pour distraire. Les agences se noyaient dans une intelligence qu'elles ne pouvaient pas utiliser. Parce qu'ils avaient accès à littéralement tous les mots de passe, tous les secrets d'État, tout. Et ils avaient plusieurs superordinateurs quantiques qui faisaient ça, qui allaient sur Internet. D'ailleurs, pensez à ça. Internet s'appelle The Web, la toile. Ok? La toile, d'où vient ça? De l'araignée. Ok? Et quelle est la nature de la toile d'araignée? C'est qu'elle sert à prévenir l'araignée s'il y a quelque chose. Ils ont fait pareil. C'est-à-dire Internet a été rendu public non pas pour aider l'humanité à évoluer, mais pour permettre. Et ils disaient, ouais, non, tu peux pas accéder à des secrets parce que machin, truc, etc. Mais moi, si je vous dis qu'ils avaient l'ordinateur quantique et cette capacité-là, quand ils ont lâché Internet, parce qu'Internet, c'était aussi un outil qui pouvait les détruire. Donc, voilà, gardons ça en tête. Internet s'appelle la toile. Et la toile, elle est là pour que s'il y a une victime qui s'accroche dessus, elle émet des vibrations, et du coup, la toile, l'araignée, elle peut choper ces vibrations via la toile. Okay? Donc, c'était un petit peu l'oreille de la CIA qui absorbait toute information qui était connectée sur Internet. Ils avaient littéralement accès à tout ce qui existe. Okay? Qui est connecté sur Internet. Les Chinois, ils ont créé leur propre intranet qui fonctionne un peu comme un local, quoi. Voilà, ça expliquerait ça. Parce que les agences, du coup, en ayant cet accès de fou, ils se noyaient dans une intelligence qu'elles ne pouvaient pas utiliser parce que ils auraient dévoilé leur truc, quoi, leur secret. La solution était de créer un monde où la vie privée n'existait plus, où chaque secret devenait public. Pensez au Patriot Act et les réseaux sociaux. Pensez aussi à Facebook, on nous a donné Facebook et puis on a dévoilé nos secrets publiquement sur Facebook de notre propre gré. Donc il n'y a plus besoin de dire, ouais, on a récupéré ça à gauche, à droite, machin. Tu t'es mis sur Internet, c'est fini, c'est dehors.
C'est perdu. Si rien n'était privé, il n'y aurait plus besoin d'expliquer comment ils obtenaient leurs informations. Il n'y avait plus de mandat de perquisition nécessaire. Tout était déjà exposé. Le chaos social en cours fait partie du plan. C'est le film qu'on regarde pendant que ceux qui ont cet ordinateur quantique, en fait, ils sont en train d'utiliser la connaissance qu'ils ont eue pour vraiment tirer toutes les ficelles, enlever du pouvoir ceux qui ne doivent pas être au pouvoir, mettre ceux qu'ils veulent au pouvoir, faire du chantage, etc. Donc, il y a plein de choses. Un ordinateur comme ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Oui. Qui est aux manettes de cette chose-là, selon toi? Justement, on va le voir plus tard. Ouais. Les agences de renseignement avaient leur propre solution pour une communication sécurisée. Un retour aux techniques d'espionnage de la guerre froide, des dépôts secrets, des blocs-notes jetables, des réunions en face-à-face et des salles insonorisées. Okay. Leurs opérations les plus sensibles étaient déplacées vers des installations qui ne touchent jamais à un réseau ou n'utilisent jamais d'ordinateur. Des bâtiments qui n'existent pas officiellement, occupés par des personnes sans empreinte numérique. Okay. Donc ça, c'est la préparation, on va dire, petit à petit. Ils maintenaient deux organismes distincts. Une agence publique connue de tous et l'agence de l'ombre qui opérait entièrement hors ligne. Donc il y a le narratif public et le narratif underground. L'agence publique reconstruirait sa sécurité et mettrait à jour des systèmes. Tout cela serait une mise en scène. Le vrai travail se faisait dans des endroits comme les bunkers au béton, des endroits sans fenêtres, sans caméra, sans téléphone, des endroits où les messages étaient encore écrits à la main et brûlés après lecture. Ce que j'essaie de dire avec ces choses-là, c'est que cet ordinateur quantique ouvre toutes les portes sur Internet. Du coup, il n'y a plus aucun secret qui est caché. D'accord ? Et c'est l'outil, il est plus puissant qu'une bombe nucléaire parce que là, pour le coup, tu peux changer un gouvernement sans détruire le pays. Tu vois, tu peux influencer en faisant du chantage à travers des informations auxquelles tu as accès et que tu n'es pas censé avoir, tu vois. Et c'est la fin de la cryptographie en général parce que tous les comptes deviennent piratables. Tout. Alors la conclusion. Les secrets importants ne seront jamais numérisés, jamais chiffrés et jamais stockés ailleurs que dans la mémoire humaine. Et ça, c'est la technique utilisée depuis qu'ils existent des marionnettistes, ceux qui tirent les ficelles. Ils transmettent la connaissance verbalement, ils ne le font pas par des écrits. D'accord ? C'est la seule chose que tu ne peux pas pirater juste comme ça. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles capables de briser les codes de chiffrement. Les personnes les plus puissantes sont celles capables de garder des secrets sans avoir besoin de chiffrement. Et en ce moment, les seules personnes capables de le faire travaillent pour la NSA. Ces révélations apportent des éléments... Oui. J'ai regardé, ça m'a fait penser à un échange qu'on a eu, et c'est les systèmes Tempest. Tempest qui développe justement dans ce sens-là. Je vais te partager ça après. Okay. Ces révélations apportent des éléments importants qui permettent de mieux comprendre le contexte global, l'actualité, les différentes forces à l'œuvre. Pensez à Q, pensez à Trump, pensez à la NSA. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à coincer les marionnettistes de l'État profond. Parce que si on lit les posts de Q, il paraît qu'il y a une histoire de Blanche-Neige qui serait un ensemble de 7 superordinateurs, dont un de ceux-là a été pris par Q, c'est-à-dire une partie de l'armée qui ne jouait pas le jeu de l'État profond. Okay? C'est ce qui explique Q dans ses posts. Vous vous rappelez de cette histoire-là, non? Et qui explique que les 6 autres sont de la CIA. Donc, peut-être que Trump a eu accès aux mêmes choses que... Peut-être que ce groupe de 10 personnes qui font uniquement des réunions, c'est ce que Q explique, hein. Il y a uniquement 10 personnes qui sont au courant du plan et elles se retrouvent. Et elles ont mis le plan, je veux dire, ils ne font pas confiance à la cryptographie et tout ça. C'est clair qu'un ordinateur quantique qui te donne accès à tous les secrets représente une arme bien plus puissante qu'un réseau de chantage comme celui d'Epstein ou de Didi. Parce que du coup, tu n'as même pas besoin de les piéger, les gens. Moi, je pense que le réseau d'Epstein et de Didi, c'était pour piéger ceux qui n'étaient pas piégeables parce qu'ils n'avaient pas encore fait quelque chose.
Tu vois? C'était pour tenter ceux qui n'avaient pas de secrets comme ça. Parce que si l'autre, il avait des secrets, il y avait déjà accès, il pouvait le faire chanter sans problème. C'est un peu la zone de bizutage pour les néophytes, un peu comme il expliquait Roland Bernard, c'est ça? Le financiste. C'est ça. C'est-à-dire que soit tu croques et dans ces cas-là, tu es corruptible et dans ces cas-là, tu as le droit d'avoir la carte du club, soit tu décides de pas croquer, dans ces cas-là, tu as un plafond de verre qui t'empêche de monter. Donc, c'est même pas pour tenter les gens, tiens, je te tente, tu vas faire une bêtise et maintenant je te fais chanter. C'est-à-dire que soit tu fais la bêtise et tu fais partie du groupe, soit tu la fais pas et bye bye. Donc après, c'est ta morale contre ton ambition personnelle, quoi. Les gars, est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire là? Je pense, ouais. Cette émission est là pour vous annoncer la fin de l'ère du numérique. Ce n'est qu'une question de temps. Et pour vous donner un maximum d'éléments pour vous y préparer. Nous avons encore un peu de temps, mais plus beaucoup. Après l'apocalypse quantique, le mot riche va retrouver tout son sens. L'argent ne pourra plus acheter des compétences et on réalisera que les vrais riches sont ceux qui savent faire des choses, pas ceux qui peuvent les acheter. C'est ainsi que les premiers de Babylone deviendront les derniers et inversement. Cet apocalypse quantique, en gros, ça veut dire qu'à un moment donné, Internet, c'est fini. Et tout ce qui était dépendant d'Internet, c'est fini. Et tout ce qui était dépendant à la technologie numérique, c'est fini. Ça veut dire des structures entières des États, elles vont s'effondrer du jour au lendemain, quand il y aura ça. Qui sera présenté sous la forme d'une menace terroriste, mais que personne ne saura qui est le terroriste qui a commis cet attentat, tu vois. Personne ne sait. Est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est Ben Laden? Est-ce que c'est les Chinois? Est-ce que c'est les Russes? Les uns accuseront les autres. Mais le fait est que si un ordinateur quantique existe, qui a cette capacité-là, ils peuvent faire tomber tout Internet en même temps. Et je vous dis que cet ordinateur existe. Et pour moi, ce scénario, c'est le plus probable parce qu'il ramène à quelque chose. On a parlé d'Aloïs Yarlmayer. Oui. Et il explique que quand tous ces événements se passent, les gens, ils sont dans les rues, mais ils sont fâchés à un tel point qu'en fait, ils disent c'est pas la Russie qui va envahir la France et qui va la détruire, c'est sa propre population, en fait. Les épargnants. Et ce contexte-là, ce contexte de crise sociale sera provoqué par ça. Et on a vu les premiers signes de ça, parce qu'en fait, il t'explique, ceux qui te parlent de ces scénarios, il t'explique de comment ça pourrait se manifester. Les premiers signes de ça, ça serait par exemple le piratage des systèmes d'hôpitaux. Vous n'avez pas entendu récemment des questions de piratage d'hôpitaux? Oui, récemment, c'est passé dans la presse. Dans les dernières années, il y en a eu quelques-uns. Dans les 3-4 dernières années, il y en a eu quelques-uns. L'autre, c'est de piratage dans les aéroports. Qu'est-ce qu'on a eu cet été-là? Je rentrais d'ailleurs de chez Guilhem en Grèce quand il y a eu ce piratage. Avec les écrans bleu Porto, ouais. J'étais censé prendre l'avion ce jour-là. Et eux, dans leur scénario catastrophe, ils te parlent de ça, de piratage d'aéroports. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec les avions. Et aujourd'hui, on apprend que le compte, toutes les informations privées de Janet Yellen, l'ancienne boss de la Réserve fédérale, ont été piratées. Et que ce piratage concerne aussi d'autres membres de la Réserve fédérale. Ce sont les traces que cette chose-là existe et c'est en train d'être poussé en narratif public. Mais le jour viendra où, pour X ou Y raison, il y aura vraiment... Tout va s'effondrer, d'un point de vue numérique. D'accord? Après, ça peut être un événement pour être pour le meilleur ou pour le pire. Et je pense que tout le monde s'interroge surtout sur l'idée qui est aujourd'hui au contrôle de ces phénomènes. Tu te doutes que je ne vais pas finir le live comme ça, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, Rudy. Ah, d'accord. C'est-à-dire que moi, là, tout de suite, alors j'attends le meilleur, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu dépressif quand même dans tout ce que tu nous racontes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'un scénario de course à l'armement, un peu comme la guerre nucléaire finalement? C'est-à-dire que la guerre nucléaire, tu as une arme qui peut te détruire toute la planète, et finalement, on se regarde en chien de faïence, du genre, attention, j'ai une arme nucléaire, tu as une arme nucléaire, donc on va jamais se les lancer dessus, parce qu'on sait très bien que de toute façon, ça nous amène à un chaos. Est-ce que... Sauf que l'arme nucléaire, tu sais qu'il a lancé. Le piratage, tu sais pas. Donc ça veut dire, pour l'opinion publique, tu pourras pas désigner un méchant. Tu peux faire l'attaque et dire c'est l'autre qui l'a fait. Donc c'est très différent.
Maintenant, je vais passer. C'est pour ça que je vous ai dit, alors. c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça dépend qui écoute ça. Mais maintenant, vous allez tout comprendre. La fin du scénario. Après une courte période chaotique, on s'est arrêté chez Pascal qui regardait la queue devant la Société Générale. Tu vois. Lorsque les dossiers médicaux commencent à apparaître en ligne, ils ferment les réseaux et passent en analogique. Désormais, des gardes armés protègent des pièces remplies de dossiers papier. Les médecins rédigent les ordonnances à la main. Les vieux appareils mécaniques retrouvent leur valeur. Les ateliers de réparation de machines à écrire rouvrent. Les fabricants de classeurs ne peuvent pas suivre la demande. Les coursiers à vélo remplacent les emails. Tous ceux ayant des compétences de l'ère pré-numérique deviennent soudainement recherchés. Les artisans. Les secrétaires retraités capables de sténographie, les mécaniciens capables de réparer des voitures sans ordinateur, les comptables sachant tenir des livres à la main. La jeune génération peine à s'adapter. Ils n'ont jamais vécu dans un monde analogique. Les plus futés avaient vu venir la situation. Ils avaient retiré leur argent tôt et l'avaient investi dans des actifs physiques comme l'or, l'argent, des terres, des choses tangibles, des choses qui existent dans le monde réel, pas seulement comme des chiffres dans une base de données. Ils avaient appris les lois du vivant qui les aidaient à cultiver leur jardin et de s'en nourrir. Ceux qui étaient coincés dans les villes avaient appris à faire des jardins intérieurs et avaient préparé leur corps. Tous ces gens qui étaient rejetés par le monde numérique commençaient à être des phares pour les survivants qui n'avaient pas compris ce qui s'était passé, en leur transmettant leur savoir-faire et leurs connaissances et en les aidant à se reconnecter à la nature sans intermédiaire. Des petites communautés commençaient à se créer un peu partout et les leaders de ces communautés étaient naturellement choisis grâce à leurs compétences réelles et leur capacité d'élever et de maintenir leur communauté. Les leaders étaient ceux qui étaient au service. Juste à cette fin-là, vous avez l'aspect biblique de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, quand la Bible elle parle de jugement de Babylone, elle parle de l'apocalypse quantique, le début. Pourquoi? Parce que c'est l'apocalypse qui va retourner l'humanité à une technologie où on sera obligé de redonner du temps aux choses essentielles. On va devoir se reconnecter avec la réalité et on n'aura pas de choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses pour lesquelles on vous dit depuis le début, quittez les grandes villes, ayez un jardin, tu vois. Soyez autonome au niveau de la nourriture, mais ça ne veut pas dire ayez l'argent pour aller au supermarché, c'est plutôt ayez les moyens de faire autre chose que ce que vous pouvez acheter pour manger. Toutes ces choses-là, elles sont réelles. Donc, ça veut dire, si jusqu'à présent, vous n'avez pas pris au sérieux toutes ces choses-là, bien sûr, cette émission-là, elle va vous intimider. Parce qu'elle vous dit que c'est inévitable, en fait. Et je vous l'annonce, c'est inévitable, c'est comme ça que ça va se passer. Ce n'est pas un virus, un nouveau virus qui va faire que l'humanité blabla. C'est un truc, et ils le préparent. Il y a eu les simulations, il y a eu la mise en place de tout un système qui leur permet de le faire et d'essayer de traverser cette courte période. Parce qu'il y a là aussi un autre truc, c'est qu'une fois que les riches n'ont plus de possessions, parce que c'est bien d'avoir investi dans des possessions, ok, mais comment tu gardes note de tes possessions? Okay. Où est-ce que tu inscris tout ça et comment tu fais appliquer la loi que ce sont tes trucs alors que tu n'y vis pas? Tu penses que dans une ère comme ça, si quelqu'un il y a une maison de vacances vide, qu'elle va rester vide comme ça en attendant son propriétaire? Non. Donc cette ère-là est inévitable. On sent que, bien sûr, au début, ça va présenter une période chaotique, mais tous ceux qui sont prêts, ils vont vivre ça comme vraiment la fin. Le numérique, c'est ce qui permet aux intelligences de la mort de nous contrôler. En fait, ça détruira la matrice, c'est ça? Ça va détruire la matrice. Parce que ton scénario fait vachement de sens. Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé ce chaos et finalement cette prise de pouvoir? Pour avoir un pouvoir absolu, finalement, tu te donnes les moyens de perdre tout pouvoir en détruisant le système sur lequel tu bases ton pouvoir. En fait. Ils ont prévu, en cherchant à récupérer l'autorité des gens de façon volontaire, consciente. C'est-à-dire à poser un leader à ce moment-là. Donc ce que je vous dis, c'est que si je comprends bien, premièrement, cette chose-là, c'est ce qui va faire que le royaume va se renverser. Actuellement, un roi a beaucoup de serviteurs. Or, dans le monde du Christ et le monde des grands prophètes, le roi
est au service. C'est un royaume inversé. Les rois sont désignés par leur capacité de servir les autres, pas leur capacité d'avoir des serviteurs. D'accord ? Le royaume est renversé, premièrement. Deuxièmement, reconnexion avec la nature. Okay? Le jugement de Babylone, sortez du milieu d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, commencez dès maintenant à vous préparer une vie post-numérique. Dès maintenant. Et vie post-numérique, ça veut dire vie post-supermarché. Sans l'ère du numérique, il ne peut pas avoir des organisations suffisamment complexes pour que les supermarchés puissent exister. C'est un système ultra complexe, donc ça veut dire on va revenir à la localité. Et si vous comprenez, on a déjà parlé de ce qui était Dieu pour les anciens sages. Dieu était la loi, okay? C'était la conscience et la loi qui se... Voilà. La loi cosmique qui règne dans l'univers et qui fait que tout ce qui n'est pas naturel finit par se détruire. Et ben, l'évolution technologique, elle a le même problème parce qu'elle monte dans une courbe exponentielle et le point arrive où elle monte à l'horizontale. C'est là où ça s'arrête en fait, parce que 0 égale à infini. Donc quand ça arrive à infini, ça arrive à 0, c'est-à-dire tout ce qui est avant, ça ne sert plus à rien. D'accord? Donc, et c'est là où on dit que Dieu est parfait, c'est-à-dire qu'il y a même une loi qui est prévue pour que si l'humain s'éloigne tellement qu'en fait, inévitablement, il y a quelque chose qui arrivera à la fin qui va détruire tout ce système-là. Et c'est pour ça que les prophètes, ils te disent, oui, il y aura la révélation, mais d'abord, il y a ça qui doit se passer, il y a ça qui doit se passer, il y a ça. J'ai jamais compris pourquoi les prophètes disaient de Dieu que, des prophéties que, oui, on va être libéré, mais d'abord, il faut qu'il y a ça et ça et ça qui se produit, et c'était des nouvelles pires. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, on doit continuer la chute? Parce que il faut qu'on crée une dette suffisante pour que ça réveille la réaction de la nature. Et actuellement, on a dépassé ce stade-là. D'accord? Et donc, ça veut dire que c'est de façon naturelle que tout ça va disparaître par des lois naturelles. Parce que dans les lois naturelles, tout ce qui n'est pas naturel disparaît, est éliminé. Et les vies qu'on a aujourd'hui, elles ne sont pas naturelles. Donc, elles seront annulées de cette même façon, éliminées. Oui. Du coup, si jamais on souscrit au point de vue que tu nous décris ici, est-ce qu'on peut affirmer que l'ordinateur quantique, c'est le summum de la technologie, que rien ne peut le dépasser, puisqu'à partir du moment où il est là, il entraîne la disparition de la technologie. Si on prend vraiment du recul et qu'on regarde un petit peu les lois naturelles de ce point de vue-là. Moi, je le vois plutôt comme chaque technologie humaine crée son némésis automatiquement. Et peu importe la technologie qu'on crée, si elle ne suit pas les lois naturelles, elle aura inévitablement une némésis qui la détruira pour toujours. C'est juste, ça prend un certain temps. Et c'est ça que les prophètes avaient vu. Et ils te disaient, oui, mais il va avoir tout un chemin jusqu'à là. Tu vois, c'est par exemple, quand tu vois une population en train de... Ils ont énormément de terre, okay, pour cultiver. Et ils se mettent à cultiver de façon incontrôlée. Et les prophètes intelligents verront ces choses-là et ils diront, à un moment donné, ça va très mal se passer, le sol ne produira plus rien, tu vois. Et il le sait, parce que causalité, tu vois, c'est pas compliqué. Mais il dit, d'abord, il faut que l'humain continue, En gros, il t'explique qu'il faut que cet abus continue et qu'il aille jusqu'au bout pour qu'il voit que le sol, ils l'ont vidé, quoi. C'est ce qu'ils faisaient les prophètes, en fait. Ils ne nous disaient pas que Dieu a besoin que ces choses-là arrivent parce que... Non. Il disait, Dieu, il nous laisse la possibilité de changer jusqu'à ce que le changement devienne inévitable. Donc, soit on va changer de notre propre gré et se reconnecter à une vie naturelle où le footballiste ne gagne pas de salaire parce que le mec, il est en train de jouer, point. Par contre, le véritable médecin, pas comme les médecins modernes aujourd'hui qui sont devenus comme les mécaniciens auto, qui changent des pièces et qui ne savent plus réparer, qui ne savent plus guérir, ils ne savent même plus ce que c'est une maladie, tu vois. Les vrais médecins auront une vraie importance, tu vois. Les vrais agriculteurs, producteurs de nourriture, ils seront rois parce qu'ils pourront nourrir les gens. Et ceux qu'ils ont su le faire de façon naturelle, malgré la tentation de passer au chimique,
et ben ceux-là, ils seront vraiment des rois, parce que les agriculteurs qui s'habillent comme des astronautes pour aller arroser leurs plantes, ceux-là, ils ne survivront pas. Bah, de toute façon, ils n'auront plus leurs engrais chimiques. Hein. Enfin, je veux dire, pour la plupart, qui sont les produits de synthèse. Et vous comprenez pourquoi cette mauvaise nouvelle, en réalité, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont encore extrêmement dépendants au système. C'est l'autre écran, Thierry, s'il te plaît. C'est ça que, en fait, quand j'avais fait cette image, c'est exactement à ça que je pensais. Le monde numérique, il y a une force qui vient et qui montre, qui enlève la technologie non naturelle morte et qui laisse place à la nouvelle technologie. Et ça veut dire aussi que tous ceux qui se sont préparés et qui ont les mains, qui touchent, ils savent faire des choses, ceux-là, ils seront rois. Quand je dis que le mot richesse va retrouver tout son sens, à l'origine, le mot riche était consacré à ceux qui étaient capables d'apporter des solutions. Plus une personne était capable d'apporter des solutions, plus elle était riche en connaissances et en sagesse. Mais à un moment donné, on a eu la création de l'argent. Et avec cet argent-là, on a commencé à s'éloigner de ça parce que quelques personnes ont eu suffisamment d'argent pour être capables d'acheter les solutions. Et du coup, les riches étaient ceux qui avaient de l'argent parce qu'ils étaient capables d'acheter plus de solutions que ce qu'une personne pouvait apporter. Mais à l'époque du Christ, les vrais riches, le Christ, c'est de ça qu'il parle. Et même tous les grands prophètes. Et même, parlons pas de prophètes, parlons de Bob Marley. Bob Marley, tu as cette fameuse interview où tu as le journaliste qui lui dit « Mais vous parlez des riches, mais vous aussi, vous êtes riche. » Il dit comme ça, il dit « Qu'est-ce que tu veux dire par riche ?» Le journaliste qui dit « Bah, vous aussi, vous avez des millions. » Il dit premièrement, je n'ai pas de millions, et deuxièmement, parce que tu crois, toi, que l'argent, c'est ça qui te rend riche. Vas-y. Ce n'est pas, vous comprenez, la vraie richesse, c'est notre capacité d'être autonome finalement, et d'apporter des solutions à nos vies sans être dépendants. Et d'être des donneurs, pas des preneurs. Oui. L'étymologie, il dit que ric, ça vient du terme puissance, quelqu'un de puissant. Donc c'est lui qui peut faire des choses, donc faire beaucoup de choses. C'est ça la puissance. Voilà. Et maintenant, après, l'argent, il a replacé les connaissances et même l'habilité de main, etc. Puisqu'il permet de faire les choses. C'est très différent. Voilà, l'argent, il a changé ça. Mais ce que j'aime bien, c'est en russe parce qu'il y a le mot Dieu dans le mot richesse. C'est-à-dire que tu as bogatstvo. Bog, c'est Dieu, et donc du coup, tu es plein de dieux, en fait, en quelque sorte. Ou et bagatei, c'est celui qui est, je sais pas comment le traduire, déique, un truc comme ça. Ok. Moi, j'ai un autre, j'ai pensé à ça hier parce qu'on a regardé un film avec Isabella qui se passait en Chypre. Vous savez comment on chante en grec Joyeux anniversaire? En français, par exemple, c'est Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, ou Happy birthday to you, blablabla, blablabla. En grec, ils te disent, tu dis le nom, que chronia pola, megalos nachinis, me aspra malia, blablabla. Je ne veux pas tout le dire parce qu'en grec, vous ne comprenez pas, mais je vous le traduis. Que tu vives. Ajoutez votre prénom ici, tu vois, genre Jean-Paul. Que tu vives, Jean-Paul, et joyeux anniversaire à toi, que tu deviennes très grand avec les cheveux blancs et que tu propages partout la lumière de la connaissance et que tous ceux qui te voient disent « Ah, voilà un grand sage ». C'est ça la chanson joyeuse. Tu vois, c'est comme ça qu'ils chantent joyeux anniversaire en grec. Vous voyez la différence culturelle. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est la vie qu'on a actuellement, elle n'est pas naturelle. Le scénario que je vous ai donné ce soir, n'ignorez pas cette émission. Ça va se produire, c'est une question de temps. Maintenant, vous avez du temps entre maintenant et le moment où ça se produit pour commencer à vous préparer. C'est-à-dire, regardez votre vie, à quel point vous êtes dépendant numérique et envisagez si ce scénario se produit, qu'est-ce que vous faites? Et juste, préparez-vous. C'est tout. Donc maintenant, on sait pourquoi les réserves, on sait pourquoi le blackout. On sait aussi plus ou moins ce que ça peut engendrer, ce blackout, parce que
ce que ça pourrait engendrer derrière, c'est justement une superpuissance qui se manifeste, qui prend le contrôle. Bref, des grands changements, mais qui, encore une fois, dites-vous bien, ils seront temporaires parce que l'ère de la technologie telle qu'on la connaît, elle est finie, elle est foutue, elle est derrière nous. Et à partir de ce moment-là, si vous savez faire des choses, ça va bien se passer. Si vous êtes totalement dépendant, vous ne savez rien faire, vous êtes dépendant des autres, vous achetez les solutions, les premiers deviendront les derniers, les gars. Les premiers deviendront les derniers. Dans ce scénario, c'est exactement le genre de scénario qui fait que, à la suite de ça, on finit avec des petites communautés où les leaders sont choisis selon leur utilité. Bah ouais, disons que les traders, ils vont avoir du mal à s'intégrer. De quoi? Programmeur de jeux vidéo les traders, aussi, ça va être compliqué, je te cache pas. Tu te sens visé. Non, mais je veux dire, les traders, ils vont passer un sale moment. Ce qui leur permettait d'être au-dessus de l'humain moyen à travers la capacité d'investir, etc., dans ce monde fictif qui a été créé, ça disparaîtra. Mais est-ce qu'ils savent faire autre chose en dehors? Je sais pas. Les gars, c'est de ça que Dieu nous appelle tout le temps dans toutes les religions. Revenez à moi. Revenez à moi, j'ai créé une nature qui vous nourrit, qui n'a pas besoin d'argent. Juste donnez-lui un petit peu de votre temps. Et la nature que j'ai créée, vous plantez une graine, elle nourrit plusieurs générations derrière avec ses fruits. C'est la politique de l'abondance. Alors que le monde qu'on a créé, c'est celle du manque. Et donc, Dieu nous appelle à lui. Donc, il nous appelle à la nature. Il nous appelle à se reconnecter. Rappelle-toi, Rudy, plus le temps de se reconnecter à la nature dans la chanson. Oh oui, je me souviens. Donc, j'ai envie de vous partager. Est-ce que je peux prendre 5 minutes pour prendre un sujet qui est la continuité un peu de ce que tu dis, qui est une réflexion qui m'a accompagné toute la semaine? Évidemment, on est là pour ça. Mais même 10, vas-y. On a fini, j'ai fini avec le sujet, j'ai plus autre chose à dire. Donc c'est à toi. Voilà, vous savez, je suis sur Twitter, j'ai un compte payant où je paye 8 € par mois ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a accès à l'intelligence artificielle de Twitter, Grok. Et je m'interroge beaucoup sur l'intelligence artificielle en ce moment, en fait. Quelles sont ses limites? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est consciente? Et en fait, je suis arrivé à cette conclusion, en fait, qu'elle soit consciente ou que ce soit juste un procédé statistique qui donne l'illusion d'une forme de conscience, quelque part, quand je demande à l'intelligence de résoudre un problème, elle le résout de la même manière que moi, je résoudrais le même. Si c'est un problème qui est à ma portée, je vais le résoudre exactement de la même manière qu'elle, en fait. Et pourtant, c'est juste un processeur, c'est juste un ordinateur. Et en fait, j'en suis arrivé à cette conclusion que, en fait, l'intelligence artificielle, ils arrivent à créer un mental. Le même mental qu'on a dans notre tête à nous. Et du coup, si jamais on s'identifie à notre mental, et en fait, c'est moi la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, donc je me demandais un petit peu où c'est que ça va, où est-ce qu'on doit aller. Si jamais tu t'identifies à ton mental, tu vaux pas plus qu'un ordinateur. Un ordinateur, c'est 500 balles sur ces discounts Amazon et compagnie. Et que du coup, ce qu'on a, par exemple moi, ma singularité, ma capacité qui me rend unique en tant qu'être humain, c'est pas ma capacité à résoudre les problèmes informatiques que je résous de 9 à 5 quand je travaille à mon bureau, c'est pas du tout ça, puisque demain, un ordinateur sans âme est capable de le faire. Par contre, on peut penser au cœur, c'était ça qui m'était venu, effectivement. On peut penser aussi à, encore qu'aujourd'hui, c'est vrai que des machines peuvent remplacer un menuisier, peuvent remplacer un agriculteur ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant que personne? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est plus qu'un ordinateur, en fait? En fait, c'était ça. C'est la question que je me posais. La conscience, la lumière. C'est-à-dire un ordinateur est fait de passé. Il est uniquement capable de construire, de créer en mélangeant ce qu'il a appris dans le passé. Or, nous humains, on est capable de créer du nouveau. Et le nouveau qu'on prend dans les courants de pensée qui existent, parce que notre cerveau, en vrai, ce n'est pas là où est contenu le calcul. Le cerveau est une antenne, en vrai. Parce que tu as une personne, on lui a fait une ablation du cerveau. Le gars, il a vraiment genre 3% de son cerveau qui reste. Et il a les mêmes capacités que nous, en fait. Il n'a pas moins de mémoire, déjà. Donc, déjà, se poser la question, du coup, la mémoire, elle est posée où? Tu vois, on a parlé de tout ça à Y-Files.
Et il n'est pas censé avoir de puissance de calcul, mais pourtant ils ont fait des calculs et il vit normalement, tu vois. Donc le cerveau est une antenne. Et comprenez que cette réalité... Une de nos spécificités, c'est notre capacité à se connecter à la noosphère, en fait. Ça pourrait être une de nos spécificités que... Quoique l'ordinateur a la capacité de se connecter à Internet, qui est une forme de noosphère numérique. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles la différence qu'il y en a? Nico, il avait très bien exprimé. Tu te rappelles, je voulais dire une fois, citer Nico sur un truc très intelligent que je l'avais oublié après. Ouais, peut-être. Tu te rappelles de cette émission? Voilà. Et ben finalement, je me suis rappelé au dernier live, je l'ai dit, et là, je vais le redire. La grande guerre qu'il y a en ce moment, c'est celle de l'intellect, on va dire, de l'idéologie déterministe. D'accord? Parce que en fait, les machines, elles sont déterministes. Ok? Elles plantent, elles sèment ce qu'elles vont planter, elles replantent la même chose et ça tourne en boucle. Ok? Alors que l'humain a un libre arbitre. Mais le truc, c'est qu'il y a un paradoxe parce que l'humain aussi doit suivre la causalité déterministe. Mais Nicolas avait formulé ça parfaitement. Notre libre arbitre consiste à choisir ce qu'on plante. Mais une fois qu'on l'a planté, on n'a plus le choix sur ce qu'on récolte. Notre libre arbitre... Nico, je ne sais pas si c'est à toi cette phrase ou je te la donne injustement, mais moi c'est comme ça que... Moi, c'est comme ça que j'avais compris. C'est ce que je me rappelle de ce que tu avais dit. Donc, notre libre arbitre concerne ce qu'on peut planter comme graine. Mais une fois qu'on l'a planté, les lois naturelles font qu'on va semer ce qu'on a planté. Si, de la même façon, et c'est qu'on va récolter. Parce que ça, c'est inscrit dans la nature. Si tu plantes un tomatier, tu auras un tomatier. N'espère pas d'avoir un pommier. On est d'accord? Par contre, qu'est-ce que tu mets dans ton jardin, c'est ton choix. Ouais, mais il a dû avoir des graines... ouais. Il avait des graines chinoises de Temu. Donc, est-ce que vous comprenez cette émission, pourquoi c'est le zéro? C'est parce que c'est l'événement qui va déclencher ce que certains appellent les 3 ans et demi de tribulation. Encore une fois, tribulation que plus ça va, plus je vois comme une période de purification. Et il y aura ceux qui seront capables de suivre, c'est-à-dire de revenir au naturel, et il y a ceux qui ne seront pas capables. Et ça, ce sera la conséquence de leur choix, ce sera la conséquence de leur vie, de leurs parents, etc. Et ce sera à chacun de se libérer de ces chaînes du passé, du karma individuel, familial, social, national, etc. Ce sera à chacun de le faire. Mais une fois que c'est fait, on a tous la capacité de se libérer de ça, mais on doit commencer dès maintenant. Dès maintenant, cette émission, elle n'est pas là pour vous annoncer. Si jamais ça arrive, vous devriez bien faire cette émission là pour vous dire que cette chose-là va se produire et elle sera le début d'une série d'événements pendant lesquels on va galérer un peu, mais ça sera une période très courte. Okay? Et une fois cette période sortie, vous allez voir le monde se réorganiser complètement différemment et toutes les injustices qu'on voit jusqu'à présent, elles vont disparaître complètement. Et dites-vous bien aussi, c'est que maintenant c'est le petit secret. Le jour où vous voyez cette chose-là arriver, commencez à chercher activement dans votre entourage pour les 2 oliviers. Parce que c'est le même jour où les 2 oliviers apparaîtront. Ça veut dire quoi, les 2 oliviers? Ce sont 2 êtres qui sont composés de plein d'humains. 2 êtres spirituels, 2 égrégores, 2 oliviers. Les oliviers ont beaucoup de fruits. D'accord? Et donc, ils vont avoir ces 2 grands égrégores dont les personnes qui forment ces corps des égrégores vont se manifester et qui vont commencer à éclairer l'humanité d'une nouvelle façon. D'accord? Et ce nouvel éclairage, suivez ces gens-là si vous les voyez, mais soyez certains que ce soit des oliviers. D'accord? Et les oliviers, ils ne sont pas dogmatiques. Ils ne sont pas... Enfin, on ne parle pas de religion là. On parle de choses vraies, réelles. De personnes avec des connaissances profondes sur la nature de la réalité qui peuvent vraiment restructurer des communautés, leur apporter le nécessaire pour qu'elles survivent, apporter cette lumière, les phares qui vont éclairer le monde. Et après, rappelez-vous, il est écrit que ces oliviers vont disparaître
pour disparaître pendant un temps. Et ça va arriver parce que l'humanité va tomber dans un malentendu, c'est-à-dire voir une personne qui va apporter une connaissance nouvelle à l'humanité comme leur sauveur. Et donc du coup, répéter encore une fois l'erreur de devenir dépendant au monde extérieur. D'accord ? Alors qu'en réalité, toutes ces choses-là, elles sont là pour nous rappeler l'importance du contact direct avec notre véritable famille. Notre Père qui a posé les lois qui permettent à l'existence d'exister, okay, à la vie d'exister, et à notre Mère dans son corps et la terre, qui nous nourrit. Reconnectez-vous à ça, et du coup, à travers eux, nous sommes tous des frères et sœurs. Et tous ceux qui se comporteront comme des frères et sœurs seront vus et accueillis comme des frères et sœurs par ce nouveau monde. D'accord ? Et c'est ça, la vraie vie. Et cette apocalypse quantique, c'est un phénomène qu'on pourrait décrire comme naturel. C'est un petit peu la conséquence de nos actes. C'est la récolte de ce que l'humanité a semé en évolution technologique avec une croissance exponentielle. Vous comprenez ? Donc, tout ce qui n'est pas naturel s'effondre et nous sommes ceux qui vivront l'époque de l'effondrement de cette courbe qui a commencé à monter il y a des milliers d'années. Et nous devons nous adapter au nouveau monde, revenir à quelque chose de sain, naturel, harmonieux. Donc, vraiment prenez en compte ce scénario, essayez d'étudier tout ce qui a été dit ce soir, les premiers seront les derniers, comment chacun va retrouver sa place dans le nouveau monde, etc. Il y a beaucoup de morceaux, si vous comprenez ce qui a été dit ce soir, normalement vous devrez être tranquille. C'est-à-dire vous verrez qu'il y a du chemin à faire devant vous, mais vous verrez au moins la direction à prendre, non ? Ah ouais. Je peux prendre la conclusion là ? On conclut là, non ? Sur un malentendu, voilà. Ça peut passer. Ouais, on est le 17 janvier 2025. Voilà. Dans 3 jours, il y a Donald Trump qui s'assoit à la Maison Blanche si jamais les choses arrivent comme ça. Pour beaucoup, pour moi, ça a pu l'être. Puis pour, je pense, beaucoup d'entre nous qui regardons l'émission ou qui traînent un peu avec le genre de réseau complotiste ou quoi, ça avait l'air d'être une victoire. Tu sais, c'était la ligne d'arrivée. Moi, pendant 4 ans, c'était il va y avoir l'élection de Trump et tout ça. Puis après, l'élection de Trump est arrivée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est cette question, en fait. Ça fait 2-3 mois que je me la pose. Depuis novembre, en fait. Bon, ok, super. Il a été élu. Ça fait partie du plan. Ça s'est bien passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que cette émission était très salutaire dans ce sens-là. Parce que moi, tu m'as donné beaucoup à réfléchir sur ma place dans ce monde de demain. Alors, encore une fois, comment dire, tu nous parles avec tes intuitions. Je sais pas d'où vient ce scénario que tu nous sors. Il est plausible, certes. Et ce qui va arriver, moi, j'ai rien qui me donne la certitude que ça va arriver, mais j'ai pris l'habitude quand même que quand tu dis un truc avec ce ton-là que tu as pris aujourd'hui, de le garder dans un coin de ma tête comme quelque chose qui n'était pas nécessairement complètement farfelu et qui pouvait avoir son importance dans un futur proche. Donc je pense qu'en fait cette émission était très salutaire justement parce qu'on a besoin de ce nouveau départ. Ouais, super, Trump, ouais, machin, le plan et compagnie, c'est génial. Entre parenthèses, j'attends de voir ce que Kash Patel va donner dans son audition au Sénat. Ça c'est mon petit sucre de la semaine prochaine. Ça donne aussi quelques réponses sur comment ils ont pu mettre la main sur toutes ces informations-là. Ouais, mais à la rigueur, ça m'intéresse moins aujourd'hui. Ça a pu m'intéresser vraiment beaucoup dans le passé, ce genre de questions. Aujourd'hui, ça m'intéresse moins. Ça peut avoir un intérêt dans le sens où il n'y a pas de sauveur extérieur. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, tout ce scénario, c'est un film qu'on est en train de regarder qui justifie un transfert de pouvoir d'une force à une autre. Mais même celle-ci, elle est temporaire parce que de toute façon, on a semé une graine qui ne donne pas de fruits. Et donc l'humanité est en train d'arriver au stade de la récolte et elle n'a rien à récolter. Elle n'a que des dettes à récolter. Donc ça a son importance. Moi, ça met dans une position par rapport à moi-même, à ma famille, à mon futur, de me dire que oui, alors c'est bien beau de vivre à la campagne, c'est sympa d'avoir un potager, c'est sympa de faire des graines germées, très bien, mais il y a plus en fait. Et je pense qu'il est possible, alors je te dirai ça demain et dans les semaines et les mois qui viennent, que voilà, le petit stress que tu nous as mis en nous décrivant la partie un peu pas cool de ce scénario, avec quand même cette bonne nouvelle à la fin que il y a encore du temps quand même pour mettre en place des choses. Voilà, je pense que c'était peut-être le petit. C'est pas ça, nudge, le petit.
Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, ça se finit. On vit dans un monde qui est quand même vachement plus sain et vachement qu'on a. Maintenant, voilà, il y a la période de transition à passer. Et peut-être que tu m'as donné le petit coup de pouce, la petite pichenette dont j'avais besoin justement pour remettre en question un certain nombre de choses par rapport à mon confort matériel ou des choses comme ça aujourd'hui, et pour voir c'est quoi la prochaine étape. Donc, de ce point de vue-là, merci, c'était très intéressant. Avec Isabella, on a fait un truc, merci à toi Rudy. On a fait un truc, on s'est dit qu'on va aborder à partir de là tous les défis comme des jeux. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire des jeux. Par exemple, le prochain jeu, c'est comment on fait pour vivre littéralement une semaine entière sans jamais aller acheter quoi que ce soit. On va faire en sorte à ce qu'une semaine entière, on ne va jamais au magasin. Après, 2 semaines. Après, 3 semaines. Peu importe ce que c'est, on ne va pas. C'est-à-dire, on fait comme si le magasin était déjà fermé, qu'ils étaient ouverts un jour par semaine. Et après, un jour toutes les 2 semaines. Et après, un jour toutes les 3 semaines. Et tu vois, à chaque fois que tu pousses, tu vois des problématiques et tu les règles. Par contre, il faut faire vite et voir ça comme un défi à relever, parce que si tu le vois comme quelque chose, oh là là, on me prend ma vie, mon confort, mon PC, machin, là, tu es dans la merde. Là, vraiment, il faut que tu te sors les doigts du cul, parce que vraiment, pardon pour la vulgarité, mais ça se fera pas tout seul. C'est aussi simple que ça. Ça se fera pas tout seul. C'est à chacun de chercher des solutions selon où il est. Il n'y a pas de solution universelle. Selon où tu habites, tu as des besoins différents, tu fonctionnes différemment, tu as des différentes compétences. Chacun doit être bon dans... Enfin, essayer surtout d'organiser les communautés. Essayer seul, il n'y a que certains qui pourront seuls. La plupart des gens auront besoin de communautés. Grâce au Décotour, vous avez rencontré pas mal de monde quand même. Donc, si jamais... rétablissez ces contacts, etc. Parce que c'est l'objectif, c'est justement de créer des petits groupes locaux, même 5-6 personnes, tu vois, qui ont des compétences différentes pour qu'elles puissent, au moment venu, s'entraider. Il y en a un qui produit plus de nourriture, l'autre qui est un constructeur, etc. Les gars, c'est ça, on va vers ça. Ouais, donc partager ça veut dire... les compétences, les connaissances et en plus et les fruits du travail collaboratif. Voilà. Et donc du coup, oui, Nico. Ouais, tu sais, tout ce dont on parle maintenant, moi j'ai une idée qui tourne en tête depuis tout à l'heure que j'essayais de garder. Comme tu dis, Léo, il faut se sortir les doigts de cul et les mettre dans la terre. C'est ça le terre. C'est ça le terre. Mais moi j'ai pensé à une petite caricature qu'on a vue il y a quelques temps, où les humains, avant la civilisation, ils vénèrent le soleil, tu sais, pour ce qu'il fait pour eux. Après, ils créent la civilisation, ils développent la technologie, ils développent l'IA. L'IA réduit l'humanité en esclavage. Et puis, il y a une tempête solaire qui se produit, qui fait exploser l'IA, et les gens, ils vénèrent à nouveau le soleil. Et ben moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que le Christ, il a plusieurs représentations. Globalement, il a bien sûr la représentation iconique, il est représenté aussi par le cœur, parce qu'il se passe dans le cœur, mais il est aussi représenté par le soleil. Donc c'est un peu fractal. On le fait le 25 décembre, sa naissance. Donc, voilà, mais même c'est l'astre qui naît et qui meurt et qui ressuscite, qui meurt et qui ressuscite, qui meurt et qui ressuscite en permanence, aux yeux de l'être humain. Et moi j'ai envie de dire, oui, bien sûr, et après sachez, il n'y aura pas de laisser pour compte. Laissez pour compte, l'outil que vous avez, on le partage tous. On a les mains et on a tous un cœur. Et à partir de ce moment-là, on peut se rendre au service des autres et trouver, se sortir de ces situations-là. Le reste, ce sont les... Parce que sinon, quelque part, on est un peu survivaliste, etc. Et donc, du coup, les gens qui se sont retrouvés dans des situations perdues, ils sont condamnés. Non, j'ai envie de dire... Il n'y a pas de situation désespérée. C'est le Christ lui-même qui a dit « Ton cœur et tes mains, en fait, ils te sortiront. Ils te guideront. » Voilà. Et moi, c'est mon message pour vous pour finir. Et tu peux continuer, Rudy. T'as ton cœur, t'as tes mains, t'as ta bouche aussi. Je veux dire, un type qui sait raconter des histoires, il a une place dans le... Il a une place, arrête. Il a une place dans le monde d'après. T'as la connaissance. Tu parlais des médecins tout à l'heure. Voilà, avoir la connaissance des plantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau quand on a, comme toi ou comme moi, on a 35, 40 ans, on se tient debout, on a mal pas trop nulle part, de dire, ouais, mais il y a des gens qui nous regardent, qui ont 70, 75, 80 ans. Et ces gens-là, du coup, parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils n'ont plus leurs jambes qui leur tiennent, ils servent plus à rien. Non,
Non, ces gens-là, c'est des mémoires vivantes. Ces gens-là, quand t'as plus d'internet, c'est eux qui vont être dans les salles de classe pour enseigner aux gamins à lire et à écrire. Et je dis le contraire. C'est eux qui vont être là autour de... Ah non, tu as pas dit le contraire, mais permets-moi juste d'apporter ça, parce que je me dis... Déjà, peut-être pour moi qui suis dans la force de l'âge, entendre ce message que tu viens de nous donner, malgré le côté très positif qu'il peut y avoir derrière, peut avoir aussi un côté anxiogène. Je me dis que des gens peuvent le prendre difficilement, mais ces gens-là ont leur place. Comment tu as compris, toi, ce message, Rudy ? Bah, le message anxiogène, c'est-à-dire, comme je te dis, hein, moi aujourd'hui je suis informaticien, c'est avec ça que je gagne ma vie, c'est avec ça que je paye ma famille, que si demain, hop, je suis remplacé par une IA, ou si demain, hop, il n'y a plus d'internet et tout ça. Alors justement, on avait dit dans les tout premiers lives, la fin de tout ça, ce sera quand on aura trouvé les bonnes réponses aux questions. Qui te nourrit ? Qui tu aimes et qui t'aime ? Donc si qui te nourrit, la réponse est le supermarché, hein, parce que vraiment techniquement on va parler de ça, c'est la mauvaise réponse. Tant que cette réponse-là, c'est le supermarché, c'est que c'est pas fini, ni pour toi ni pour personne. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ouais. Simple, aussi simple que ça. Donc, et qui tu aimes et qui t'aime, ça aussi c'est important. Et pourquoi, tu vois ? Donc, est-ce que tu es au service des autres ou est-ce que tu cherches à dominer les autres, tu vois ? Est-ce que tu es quelqu'un qui apporte à la communauté ou est-ce que tu es quelqu'un qui prend ? Parce que les nouvelles communautés, franchement, ceux qui prennent tout le temps, les trous noirs pervers narcissiques, là, ils n'ont aucune place dans aucune communauté du Nouveau Monde. Ils vont crever la dalle, mais genre littéralement. Et c'est malheureux parce que ces personnes-là, elles ne savent même pas, elles sont malades en fait. Tu vois ? Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Est-ce que c'est flippant ? Écoute, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais par contre, cette émission-là, c'est sûr, c'est une chose, elle nous met le dos contre le mur. C'est-à-dire, les gars, maintenant, arrêtons de parler de théorique et mettons-nous au concret parce que ça arrive. Et là, vous comprenez aussi pourquoi des gens comme Thierry sont attaqués. Parce que vous comprenez, si vous avez un Thierry qui gère votre communauté, vous n'aurez pas de problème de nourriture, pas de problème de santé. Vous comprenez ? Donc ce sont les rois du Nouveau Monde qui sont attaqués par les rois de l'Ancien Monde. Et c'est ce que vous voyez avec ces personnalités qui se font massacrer de tous les côtés. Donc, parce que ce sont des personnes, Thierry, il se base sur quoi ? Il se base sur les connaissances des anciens, sur une vie naturelle, Et ben voilà, simple, c'est ça qu'on veut, c'est vers ça qu'on veut avancer parce que l'autre technologie, elle se présente comme technologie qui nous rend le confort, mais en réalité, ce qu'elle prend, c'est qu'elle prend des choses de nous. Depuis qu'on a les calculatrices, on ne sait plus calculer. Depuis qu'on a des agendas, on ne sait plus organiser nos vies dans nos têtes. Tu vois ? Depuis qu'on a des téléphones intelligents, on a des humains stupides. On n'a plus de mémoire, on ne se rappelle même pas d'un numéro de téléphone. Tu comprends ? Et on n'a pas de connaissances. On a des spécialistes et des institutions qui nous racontent des salades, qu'on est obligé de croire parce qu'on leur a donné notre autorité. Toutes ces choses-là, elles ne sont pas naturelles. Elles vont disparaître. Et ce que je dis là, c'est d'une façon concrète pour expliquer que c'est fini l'ère numérique. On a tous les éléments qui sont là pour dire c'est fini. Et avec l'ère du numérique, tout ce qui est construit autour est fini avec les États, les banques, le système médical, la Big Pharma, les machins, le système de trading, le machin, toutes ces choses-là. Ouais, mais par rapport à ça, j'ai un truc à ajouter quand même, c'est que tu vois, tu parles de Thierry. Voilà, Thierry, bon, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, je pense qu'il a une vraie passion pour ce qu'il fait. Donc d'ailleurs, ça se voit, il n'aurait pas des résultats comme ça. Il se trouve que moi, par exemple, j'aimerais être passionné par le fait de faire pousser des légumes. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Maintenant, il y a un truc qui m'a vibré dans la tête là tout à l'heure quand tu parlais de ça. Moi, je sais pas pourquoi, c'est le bois. J'ai envie de travailler du bois, j'ai envie d'apprendre à faire du bois, j'ai envie d'apprendre à fabriquer des meubles, Ce que je veux dire, c'est que parfait. Ça veut pas dire que mais oui, mais c'est exactement là où je vais. C'est pas parce que la réponse à qui te nourrit, c'est pas le supermarché que ça doit nécessairement être ton potager. Ça peut être le potager de ton voisin à qui toi tu fais des meubles. Ça peut être le potager de tes voisins à qui tu gardes des enfants. Ça peut être, je sais pas, j'adore les chiens, j'aimerais bien élever des chiens. Peut-être je vais élever des chiens. Je me dis que dans le monde que tu nous décris, des chiens bien dressés, ça aura beaucoup de valeur. Donc, et tu veux savoir un truc, dans les petits villages, moins de 200 habitants, en général, ces choses-là, elles sont déjà établies. Ouais. Dans les petits villages ici, par exemple, où Isabelle habite, en fait, on sait très bien qui sont ceux qui produisent plus de nourriture, qui sont ceux qui sont plus capables de s'occuper des animaux, qui sont ceux qui ont les terrains, qui sont... Tu vois, et si jamais il y a Voilà, on sait. Et il y a
dans un petit village comme ça suffisamment de compétences pour permettre à un village de s'entretenir. Et après, croyez-moi, hein, quand le stupide est méchant, il n'aura plus les moyens d'acheter, il n'aura plus les moyens non plus de critiquer, juger, foutre la merde comme il peut le faire actuellement, si tu veux, parce qu'il va devoir respecter ceux qui travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est-à-dire que la pression sociale, elle sera pour mettre en avant ceux qui sont utiles à la communauté, pas les narcissiques qui veulent le pouvoir. Donc, les premiers seront les derniers. Réfléchissez à tout ce que j'ai dit. Moi, franchement, cette partie-là, ça m'a mis au même truc et j'ai commencé le défi, moi. J'ai commencé le défi avec Isabella, on est en train de faire les plans. On est en train de faire les plans sur, ok, on se détache. C'est l'exode de Babylone, tu vois. Alors, je vous invite dans cette période-là, comme Rudy a très justement fait remarquer, si vous ne savez pas, vous, quoi faire, commencez par qu'est-ce que vous aimez faire. C'est comme ça que vous pouvez savoir comment vous pouvez être utile à la communauté. Et donc, essayez de trouver quelque chose qui pourrait être utile aussi pour les autres, qui vous plaît. Et essayez de vous concentrer sur ça. Apprenez un métier de main, apprenez quelque chose à faire. Parce que vraiment, je vous dis, le temps presse. Et quelques bouquins sur des plantes ou comment avoir un potager ou des choses comme ça, c'est pas inutile non plus. Hein. Donc, voilà. Les amis, on a fait le tour. J'espère que cette émission a été utile et j'espère que vous comprenez pourquoi elle est Apocalypse Zéro. C'est parce que cet élément-là déclenche une série d'événements qui... Voilà. Et l'apocalypse, elle n'aura pas lieu pour tout le monde parce qu'il y a certains qui l'ont déjà vécu. Il y a certains qui sont... Enfin, l'apocalypse, c'est un chemin individuel, d'accord? Donc, voilà, il y en a qui en ont chié pendant une certaine période, d'autres, ils vont en chier quand leur monde va s'effondrer, ce faux monde artificiel. Donc, voilà, c'est... la nature gagne à la fin, tu vois, le vivant gagne toujours, le soleil finit toujours par se lever le matin et... C'est ce qui va se passer aussi avec la fin de la domination de ces forces obscures qui tirent les ficelles. C'est inévitable. Maintenant, la question c'est, saurions-nous nous adapter? Alors, on verra ça, mais dans le futur, ça sera un sujet assez fréquent dans les lives. On fait un petit peu le point sur tout ça, l'évolution personnelle et tout ça. Les gars, merci d'avoir été là pour cette émission. Merci Rudy d'avoir été là après deux émissions où Trump lui-même a dû intervenir avec son tweet. Voilà, merci Nico pour ta sagesse, merci à vous tous, merci pour les dons qui nous permettent d'être là. Comme vous avez pu voir, on peut garder notre parole, c'est-à-dire on a diffusé le live sur YouTube. Tout ça, c'est toujours grâce à vos dons et on ne fait pas souvent des demandes. Voilà, merci Thierry, on ne fait pas souvent des demandes, mais si vous voulez nous soutenir, vous trouverez le lien sur notre site ou dans l'article du live ou sur Y-Files. Et voilà, on avance. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec l'investiture de Donald Trump. Soyez tous bénis et en paix. Et préparez-vous parce que tout ça, c'est vrai.